J'ai conduit 4 heures au cœur d'une tempête de neige pour rejoindre notre chalet dans les Alpes, sans prévenir personne. C'était censé être une surprise, 3 jours avant Noël. Marguerite et moi avions passé 47 hivers dans ce refuge. Nous y avions vu nos enfants apprendre à skier, célébrer chaque fête de famille autour de cette immense cheminée en pierre. Je m'imaginais arriver en avance, allumer un bon feu, peut-être surprendre ma femme avec son vin chaud préféré. Au lieu de ça, j'ai trouvé Marguerite affalée dans un fauteuil de notre chambre, à peine consciente, une boîte de comprimés à moitié vide sur la table de chevet. Par la fenêtre, j'apercevais notre fils Guillaume sur la terrasse, levant une coupe de champagne avec sa femme Amélie et un homme en costume coûteux que je n'avais jamais vu. Il riait. Il célébrait quelque chose. Ma femme pouvait à peine relever la tête quand je suis entré. À 75 ans, on pourrait me croire ralenti, un peu confus. Ce serait une erreur. Je m'appelle Antoine Dubois. Je suis ingénieur en génie civil à la retraite, mais je continue de vérifier des plans pour mon ancien cabinet parisien. Je gère nos placements. Je fais une randonnée de 10 km chaque dimanche. Mon esprit est aussi vif qu'à 40 ans, lorsque je concevais des ponts suspendus. Marguerite, 73 ans, est une ancienne institutrice. Elle a enseigné en CE2 pendant 35 ans et fait encore du bénévolat à la bibliothèque de Saint-Martin-des-Cimes, notre village de montagne. Le mois dernier, c'est elle qui a organisé tout le marché de Noël de la commune. Chaque matin, elle termine ses mots croisés avant même que j'ai fini mon café. Nous ne sommes pas des personnes âgées fragiles ayant besoin d'aide pour trouver leurs lunettes. Nous sommes des gens actifs, autonomes, qui ont gagné le droit de profiter de leur retraite en paix. Visiblement, notre fils Guillaume avait d'autres projets. Guillaume a 45 ans et travaille dans la finance à Lyon. Ou du moins, c'est ce qu'il nous dit. Sa femme, Amélie, 42 ans, est agente immobilière et semble toujours estimer la valeur des murs quand elle nous rend visite. Ils ont 2 enfants, mais nous les voyons rarement. Guillaume est toujours trop occupé, toujours en déplacement, toujours à promettre de venir plus souvent. Notre fille, Sophie, 41 ans, est assistante sociale à Bordeaux. Elle nous appelle tous les dimanches et vient nous voir 1 mois sur 2. Elle se souvient de l'anniversaire de Marguerite sans les rappels de Facebook. La différence entre nos 2 enfants ne pourrait pas être plus frappante. Le chalet est niché sur un hectare de terrain exceptionnel. Nous l'avions acheté pour une bouchée de pain en 1978, l'équivalent de 30 000 € aujourd'hui. Maintenant, il en vaut près de 2 millions. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Chaque poutre de cette maison porte un souvenir. Les premiers pas de Guillaume, c'était sur le parquet de ce salon. Sophie a appris à lire sur la banquette près de la fenêtre qui donne sur la vallée. Marguerite et moi comptions mourir ici, entourés de nos petits-enfants, en regardant une dernière fois le soleil se coucher sur les sommets. J'avais donc pris la route depuis Paris ce vendredi de mi-décembre. Guillaume m'avait dit qu'il passerait le week-end au chalet pour aider Marguerite avec des papiers. Rien d'anormal. Du moins, c'est ce que je croyais. La route était exécrable. Des plaques de verglas sur l'autoroute blanche, une neige si drue que je distinguais à peine au-delà de mes phares. N'importe qui aurait fait demi-tour, mais quelque chose me disait de continuer. L'intuition de l'ingénieur peut-être, ou ce 6e sens qu'on développe après 47 ans de mariage. Quelque chose n'allait pas. Je suis arrivé vers 18 heures. Le chalet était illuminé, de la fumée s'échappait de la cheminée. Je me suis garé en bas de l'allée pour ne pas annoncer mon arrivée et me glisser par la porte de côté. C'est là que j'ai entendu la voix de Marguerite, faible, pâteuse, venant de la fenêtre de la chambre. « S'il vous plaît, je ne comprends pas. Pourquoi suis-je si fatigué? J'ai couru. » La porte de côté n'était pas verrouillée. J'entendais des rires provenant de la terrasse, mais je suis allé directement à la chambre. Marguerite était dans son fauteuil de lecture, encore en chemise de nuit à 6 heures du soir. Son regard était vide. « Antoine ?» fit-elle, comme si elle n'était pas sûre que je sois réel. « Qu'est-ce que tu... Je te croyais à Paris. » « J'étais à Paris. Chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Elle a essayé de se lever et a failli tomber.
En la rattrapant, j'ai vu la boîte de médicaments sur la table de chevet. Lorazepam 2,5 mg. L'étiquette indiquait « un comprimé si besoin pour anxiété ». La boîte aurait dû en contenir 30. Elle était presque vide. « Tu as pris tout ça ?» Non, Guillaume a dit que j'en avais besoin pour le stress des papiers. Tellement de paperasse, Antoine. J'ai signé tellement de choses aujourd'hui. J'ai mal à la main. Mon sang s'est glacé. Quel papier? Je ne me souviens plus. Amélie avait tout préparé, très professionnel. Quelque chose pour protéger nos biens, pour simplifier les choses. À travers la fenêtre, je les voyais clairement maintenant. Guillaume dans son costume impeccable, Amélie avec sa coiffure parfaite, et cette troisième personne, un homme d'une 50aine d'années dans un manteau bien coupé. Il trinquait au champagne. Guillaume souriait comme s'il venait de conclure l'affaire de sa vie. Ma femme pouvait à peine formuler une phrase, et eux, ils célébraient. J'ai installé Marguerite confortablement, puis j'ai fait ce que tout ingénieur fait. J'ai rassemblé des informations. La salle de bain principale donne sur un petit balcon qui surplombe la terrasse. Je m'y suis glissé, et dans l'ombre, j'ai écouté. « Je te le dis, Didier, c'est propre », disait Amélie. Procuration générale, directives anticipées, tout y est. Elle a tout signé sans même lire. Didier, c'était donc le nom de l'homme en costume. « Et le mari ?» demanda-t-il d'une voix suave. « À Paris toute la semaine », répondit Guillaume. « Il ne se doutera de rien. Le temps qu'il comprenne, on aura mis le chalet en vente et viré les fonds de l'assurance vie. » Je serrai la rambarde du balcon si fort que j'ai cru que le bois allait céder. « Et la fille ?» demanda Didier. « Sophie, c'est ça ?»« Elle est à Bordeaux », dit Amélie avec dédain. « Une assistante sociale cœur d'artichaut qui doit gagner 35 000 € par an. Elle ne se battra pas. Et puis, on a tous les papiers. Tutelle, procuration financière. Papa et maman sont clairement sur le déclin. Regarde Marguerite aujourd'hui. Elle ne se souvenait même plus de sa propre adresse. Parce que tu l'as droguée, ai-je pensé. Le rapport de la clinique de la mémoire aide aussi, ajouta Guillaume. Merci pour ça, Didier. Un papier à en tête très convaincant. Cabinet médical du Montjoli, dit Didier en riant. Ça sonne légitime, non? Ça n'existe pas, bien sûr. Mais la banque a accepté. Une fois qu'on prouve le déclin cognitif, la procuration est blindée. Ils avaient falsifié des documents médicaux. Ils avaient drogué ma femme. Ils prévoyaient de voler tout ce que nous avions construit en 50 ans. Pour le calendrier, reprit Didier, le marché est au plus haut. Il faut mettre en vente avant le nouvel an. J'ai déjà un acheteur, dit Amélie, un promoteur de Paris. Il veut tout raser pour construire des appartements de luxe. 3,5 millions. On pourrait signer d'ici février. 3,5 millions pour le chalet où mes enfants avaient grandi. On partage en 3 demanda Guillaume. Après ma commission, dit Didier, 20% sur tout. C'était l'accord, j'en avais assez entendu. Je suis retourné à l'intérieur. Marguerite dormait, sa respiration était régulière. Je suis ingénieur, je ne prends pas de décision sous le coup de l'émotion. Je calcule, je conçois, je prévois les points de rupture. Ce problème exigeait la même approche. D'abord, l'épreuve. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer leur conversation. Puis j'ai photographié la boîte de comprimés, l'ordonnance et les faux documents étalés sur le bureau, des formulaires de procuration avec sa signature, tremblante et incertaine. J'ai envoyé un SMS à Sophie. « Besoin de toi au chalet dès que possible. Ne préviens pas Guillaume. Urgence. » Elle a répondu en quelques secondes. « J'arrive. Qu'est-ce qui se passe ?»« Je t'expliquerai. Sois prudente. Gare-toi en bas de la route. » Puis j'ai appelé maître Jacques Valéry, un avocat retraité avec qui je jouais encore au golf. « Jacques, c'est Antoine. J'ai besoin d'aide. » Je lui ai tout raconté. Il y eut un long silence. « Commence à tout enregistrer, Antoine. Chaque conversation, chaque document. Ne les confronte pas tout de suite. En France, tu as le droit d'enregistrer une conversation à laquelle tu participes. Garde une trace de tout. J'ai déjà commencé. Bien. Ce qu'ils font, c'est de l'abus de faiblesse, une escroquerie, un faux et usage de faux. Ce sont des accusations très graves. Il nous faut des preuves irréfutables. J'ai les médicaments, les faux papiers, leurs conversations. C'est un début. Demain,
Emmène Marguerite chez un vrai médecin. Fais faire une analyse de sang pour prouver qu'elle a été droguée. C'est crucial. Il y a une maison de santé à Saint-Martin-des-Cimes. Vas-y demain matin. Par la fenêtre, je voyais Amélie et Didier rentrer. Guillaume rangeait les coupes. Qu'est-ce que je fais quand ils me verront? Agis normalement. Laisse-les croire que leur plan se déroule sans accroc. Si tu les confrontes maintenant, ils détruiront les preuves. Ils prétendront que c'est toi qui perds la tête. Combien de temps? Donne-moi jusqu'à lundi. Je vais contacter la gendarmerie. On peut les coincer. Mais ne laisse pas Marguerite seule avec eux. Pas une seconde. C'est toi qui contrôles la situation. Ils ne le savent juste pas encore. J'ai raccroché juste au moment où Amélie est apparue. « Antoine !» Elle avait l'air vraiment choquée. « On ne t'attendait pas. » Je me suis forcé à sourire. Surprise, les routes sont mauvaises par contre. Elle a jeté un œil à Marguerite. Elle est si fatiguée ces derniers temps. On l'a emmenée chez le médecin aujourd'hui. Il lui a fait passer quelques tests. Le mensonge lui venait si facilement. Quel genre de test? Juste la routine, tu sais, à son âge. Problèmes de mémoire, confusion. Chaque mot construisait leur récit, l'histoire qu'ils utiliseraient pour tout justifier. Quel médecin? Le docteur Morin, au cabinet médical du Montjoli. J'aimerais lui parler. Quel est son numéro? Oh, il est dans ma voiture. Je te le donnerai demain. Installe-toi. Guillaume prépare le dîner. Nous allions dîner avec les gens qui prévoyaient de nous voler notre maison. Ça allait être le repas le plus long de ma vie. Mais j'ai souri et joué le rôle du père qui ne se doute de rien. Plus tard, près de Marguerite qui s'éveillait, je lui ai murmuré « Je suis là et je ne pars pas. Comment tu te sens ?»« Dans le brouillard. Que s'est-il passé ?»« Tu as signé des papiers. Amélie a parlé de protéger le chalet et n'arrêtait pas de me donner ses cachets pour le stress. »« Combien ?»« Je ne sais pas. 3, 4. Elle a dit que tu avais donné ton accord. Marguerite, fais-moi confiance. Ne prends plus aucun médicament qu'Amélie te donne. D'accord? Elle avait l'air perdue, mais elle a acquiescé. Je vais arranger ça. Repose-toi. Je l'ai laissé et j'ai rejoint le dîner de l'enfer. Guillaume coupait des légumes comme si de rien n'était. Didier était déjà parti. Malin. « Papa, content de te voir !» Je l'observais, cherchant un signe de culpabilité. Rien. Même enfant, il pouvait mentir sans ciller. Nous nous sommes assis. Poulet rôti, vin cher. Amélie parlait du trajet depuis Lyon, du spectacle de l'école des enfants. Tout était si normal. « Alors, dis-je nonchalamment, vous avez emmené maman chez le médecin ?»« Oui, on s'inquiétait, » répondit Guillaume. « Elle oublie des choses. » « Un début de déclin cognitif, » ajouta Amélie d'un ton suave. « Rien de grave, mais il faut surveiller. » Il a recommandé un traitement ? Juste des anxiolytiques pour l'instant, pour l'aider à dormir. J'avais envie de jeter mon verre contre le mur. Au lieu de ça, j'ai souri. « C'est bien. Je suis content que vous preniez soin d'elle. » Après le dîner, prétextant la fatigue, j'ai rappelé Sophie. « Je suis à 20 minutes, dit-elle. Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai tout raconté. Il y eut un long, terrible silence. « Mais quel ? Sophie, reste calme quand tu arriveras. Ne leur montre rien. » Comment suis-je censé agir normalement ? Comme au travail, tu as affaire à des manipulateurs tous les jours. Traite ça comme un dossier. Ce n'est pas un dossier, papa, c'est Guillaume. Je sais, mais pour l'instant, nous devons être malins. Elle est arrivée 30 minutes plus tard, tout en sourire. Elle a serré Guillaume dans ses bras, a complimenté Amélie. Ma fille savait jouer un rôle. Cette nuit-là, nous nous sommes relayés pour veiller. Nous avons déplacé Marguerite dans la chambre d'amis avec Sophie. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu des pas. C'était Amélie se dirigeant vers la chambre où elle pensait trouver ma femme, un verre d'eau et des cachets à la main. Je l'ai entendu jurer tout bas en voyant la pièce vide, avant de retourner se coucher. Samedi matin, j'ai emmené Marguerite à la maison de santé. Le docteur Patricia Fournier, une femme vive, a écouté attentivement. « Vous pensez qu'on lui a administré des médicaments sans supervision ? J'en suis certain. Après un examen complet,
Elle a été catégorique. Madame Dubois, vous n'avez aucune démence, aucun déclin cognitif. Vous avez du lorazépam dans le sang, à des niveaux qui rendraient n'importe qui confus. Quelqu'un vous a donné beaucoup trop de médicaments. Le docteur Fournier nous a donné une copie des résultats et de l'évaluation cognitive. Score parfait. C'est de l'abus de faiblesse, dit-elle. Je suis tenu de faire un signalement. J'ai déjà contacté un avocat. Nous nous en occupons. De retour au chalet, Guillaume et Amélie étaient sur la terrasse, au téléphone. Lundi au plus tard, disait Amélie. Oui, les permis de construire sont déjà approuvés. Ils négociaient déjà la vente de ma maison. Dimanche, maître Valérie a appelé. J'ai parlé avec la gendarmerie. Ils prennent ça très au sérieux. Ils veulent intervenir lundi matin. Mais Antoine, ils ont besoin que vous les confrontiez, sur enregistrement, avec vous présent. Le matin de Noël? Je sais que le moment est terrible, mais nous avons besoin de ça avant qu'ils ne couvrent leurs traces. Les gendarmes seront à l'écoute et interviendront dès qu'ils en auront assez. Le matin de Noël est arrivé trop vite. Marguerite, mise au courant, était furieuse, mais résolue. « Je veux être là », avait-elle dit. « Je veux regarder mon fils dans les yeux quand il réalisera qu'il a été pris. » Nous étions tous dans le salon. Le sapin scintillait. J'avais mon téléphone qui enregistrait dans ma poche. Les gendarmes étaient garés à 1 kilomètre, à l'écoute. « Avant d'ouvrir les cadeaux, dis-je, nous devons avoir une conversation. » « À propos de quoi ?» demanda Guillaume. « Des papiers que maman a signés vendredi. Montrez-les-moi. »« Ils sont chez notre avocat, » rétorqua Amélie. « Vraiment ? Parce que maman m'a dit que vous les lui aviez fait signer ici, quand elle était tellement droguée au lorazépam qu'elle pouvait à peine se souvenir de son nom. » Le silence s'installa. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, » dit Amélie. « Si, j'ai des analyses de sang qui le prouvent. » Qui lui a donné ces cachets, Amélie? Son médecin, le docteur Morin du cabinet médical du Montjoly. Ce cabinet n'existe pas, ai-je répondu calmement. J'ai tout vérifié. Les documents sont des faux. Guillaume se leva. Papa, tu es confus. C'est peut-être toi qui devrais voir un médecin. Assieds-toi. Quelque chose dans ma voix le figea. J'ai tout entendu, vendredi soir sur la terrasse. Votre conversation avec Didier. Le plan pour vendre le chalet, pour virer nos assurances-vie. J'ai entendu chaque mot. Amélie était livide. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé l'enregistrement de leur conversation. Marguerite pleurait de rage. « Comment as-tu pu ?» demanda-t-elle à Guillaume. « Je suis ta mère, c'est comme ça que tu me remercies ?»« Ça ne devait pas se passer comme ça, » dit-il doucement. « J'ai des dettes, énormément. Des gens me menacent. » La vérité, enfin. Alors, tu as décidé de nous détruire pour te sauver? J'allais vous rembourser, vous acheter un appartement. Tu as drogué maman. Tu as falsifié des documents. Tu as engagé un escroc pour voler tes propres parents. Nous devons partir, lança Amélie. Vous n'allez nulle part. La gendarmerie peut vous retenir. À cet instant, des véhicules montaient l'allée. Le visage de Guillaume est devenu cireux. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai signalé un crime, plusieurs en fait, et ils ont écouté toute cette conversation. Tu viens de tout avouer. Les gendarmes sont entrés. Guillaume Dubois, Amélie Dubois, vous êtes en état d'arrestation. On leur a lu leurs droits, passé les menottes. Guillaume pleurait. Amélie hurlait qu'elle voulait un avocat. Marguerite tenait ma main, tandis qu'on les emmenait. Sophie se tenait près de la fenêtre. « Joyeux Noël », dit-elle amèrement. Les choses sont allées vite. Didier a été arrêté et a tout avoué. Amélie a plaidé coupable et a écopé de 8 mois de prison ferme. Pour Guillaume, son avocat a plaidé le désespoir. J'aurais pu exiger la peine maximale, mais c'est mon fils. Je lui ai offert un marché, plaider coupable, suivre une thérapie pour son addiction au jeu et rembourser ses dettes légalement. En échange, je témoignerai en faveur d'une peine plus légère. Il a accepté. 2 ans de sursis avec mise à l'épreuve et une obligation de soins. Le jour de sa condamnation, il est venu me voir. « Je suis désolé », a-t-il dit. « Je sais que ça ne répare rien. » Désolé de t'être fait prendre ou d'avoir essayé de nous voler? De tout.
d'avoir été faible, d'avoir fait du mal à maman. Je voulais lui pardonner, mais la confiance ne se reconstruit pas avec des mots. Tu as un long chemin devant toi. Prouver que tu as changé. Devenir quelqu'un en qui nous pourrons à nouveau avoir confiance, peut-être un jour. Est-ce que tu me pardonneras? Redemande-moi dans 5 ans. Quand tu auras fait le travail, alors on en reparlera. Il est parti. Je ne lui ai pas reparlé depuis. C'était il y a 2 ans. Marguerite et moi possédons toujours le chalet. Sophie vient souvent avec sa famille. Ses enfants apprennent à skier sur ces pistes comme leur mère avant eux. Guillaume envoie parfois des lettres, des nouvelles de ses progrès. Il travaille comme conseiller financier, un travail légitime cette fois. Son mariage s'est effondré. Il se reconstruit. Je lis ses lettres. Parfois je réponds. Des mots courts, reconnaissant ses efforts. Pas encore le pardon. Marguerite est plus généreuse. Elle lui parle au téléphone 1 fois par mois. « Il reste notre fils », dit-elle. « Il a essayé de nous voler notre vie. » Je sais, mais les gens peuvent changer, pour devenir meilleurs que ce qu'ils sont devenus. Peut-être qu'elle a raison. Parfois, Marguerite et moi sommes assis sur la terrasse, à regarder le soleil se coucher sur les Alpes. Nous buvons notre vin. Nous parlons de l'avenir. Le chalet est toujours à nous. Nos économies sont intactes. Nous sommes toujours là, vivant la vie que nous avons construite. La trahison de Guillaume a laissé une blessure qui ne guérira peut-être jamais. Mais nous avons survécu. Nous nous sommes battus. Et nous avons gagné. Ce chalet, nous le léguerons à Sophie, avec des protections juridiques en béton pour qu'il reste dans la famille. Guillaume aura une part de nos autres biens, par équité. Il est toujours notre fils, mais il a perdu le droit à ce lieu le jour où il a prévu de le détruire. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être réparées à l'identique. On peut reconstruire, mais ce ne sera jamais comme avant. Notre famille est comme ça maintenant. Reconstruite, mais différente. Plus forte, plus prudente, plus consciente de l'obscurité qui peut exister, même chez ceux qu'on aime. Aujourd'hui, la famille de Sophie est là pour la semaine. Ses enfants font un bonhomme de neige dehors. Marguerite prépare une soupe qui embaume toute la maison. À l'intérieur, près du feu, je pense à tout ça. Et je sais une chose, à 75 ans, je ne suis la cible facile de personne. Ceci est mon chalet, et ceci est ma vie.